Alors, on va commencer directement. Je suis en compagnie donc, de Séverine Nickel, qui est l'éditrice de ce livre dans la collection Univers historique au Seuil, du directeur de cette collection Univers historique, qui n'est autre que Paulin Ismar, professeur d'histoire ancienne à Aix-Marseille, et donc de Thomas Dodman, qui est maître de conférence à Columbia et qui est donc un collègue de Sadi Hartmann et qui a fait cet enregistrement avec l'autrice de Vie rebelle, histoire intime de filles noires en révolte, de radical queer et de femmes dangereuses, avec une préface d'Audrey Célestine. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord et nous présenter votre collègue Thomas Dodman en nous disant qui elle est, l'importance qu'elle tient dans disons, l'historiographie américaine aujourd'hui, et en particulier l'historiographie des personnes noires. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là, aussi nombreuses et aussi nombreux. Je m'excuse aussi, je rejoins Séverine pour vous dire tout mon regret que Sadia ne soit pas là. Elle est vraiment désolée de ne pas pouvoir venir en France, de ne pas pouvoir être là pour lancer ce livre que nous avons voulu traduire en français il y a longtemps, dès sa sortie, et ça a pris un petit peu de temps, mais nous sommes très, très contents de pouvoir l'amener à un public français. Sadia Hartmann est une littéraire de formation. Qui a écrit trois gros livres importants sur l'esclavage, les deux premiers sur l'esclavage aux États-Unis, l'histoire de l'esclavage, la traite négrière. Un premier livre, Scenes of Subjection, qui est un livre très important, très théorique, très universitaire, et un deuxième livre, Lose Your Mother, à perte de mère, qui a été traduit en français comme À perte de mère, qui retrace un petit peu la traite atlantique et son propre voyage un peu initiatique au Ghana pour essayer de retrouver un petit peu les traces, et qui marque un tournant vers l'histoire, vers une façon d'écrire l'histoire, une façon de penser le rapport entre l'historienne et l'objet historique, avec une mise en avant de sa subjectivité, de sa personne. On va revenir sur le genre d'histoire qu'écrit Sadia Hartmann. Ça, c'est son troisième livre, du coup, Vie rebelle, Wayward Lives, Beautiful Experiments en anglais, qui est sorti en 2019 aux États-Unis, dans une période très, très importante que l'on vit encore un petit peu aux États-Unis aujourd'hui. C'est l'apogée du mouvement Black Lives Matter qui commence au début des années 2010 avec le meurtre de Trayvon Martin et qui arrive, la sortie du livre arrive à peu près 6 mois avant, je pense, le meurtre de George Floyd, et les grandes manifestations dont j'ai pu être témoin, faire partie. Sadia aussi à New York en 2020. À la sortie du premier grand confinement du Covid, c'était un moment très important de charnière dans l'histoire de ce pays. C'est la première présidence Trump. Je dis première avec une grande inquiétude, parce que je vis dans un pays qui va peut-être en avoir une deuxième. Et du coup, tout ceci est important parce que, on pourra en reparler, mais juste pour situer un petit peu l'œuvre de Sadia Hartmann, c'est une histoire critique, une histoire du présent, une histoire du passé, évidemment, mais qui a un rôle qui se pense comme une intervention publique au présent. Et tout le travail de Sadia Hartmann tourne autour de la question de la réparation, de comment est-ce qu'aujourd'hui on peut trouver des façons, par l'histoire, par le travail de l'historien, de l'historienne, de réparer sans forcer. Ça peut se jouer à plusieurs échelles, mais comment est-ce qu'aujourd'hui on récupère les morts du passé, les voix du passé, les absences des archives, pour faire en sorte qu'elles ne soient plus passées sous silence, qu'elles ne soient plus invisibilisées aujourd'hui au présent. Donc ce livre-là est un livre, Vie rebelle est un livre qui suit ses intérêts sur l'esclavage, mais qui passe au-delà, après l'esclavage. Qu'est-ce qui reste après l'esclavage ? Quelles sont les vies rebelles de la génération d'après-émancipation aux États-Unis, qui est une génération charnière juste avant la Harlem Renaissance, juste avant un moment de renouveau de la culture afro-américaine aux États-Unis. Et comment est-ce qu'on va aller chercher les petites vies minuscules en ton mineur
de toute une génération qui est passée à la trappe, en fait, qui était dans l'entre-deux, entre l'esclavage, entre l'émancipation, déségrégation successive au XXe siècle, mais qui, du coup, vit toujours dans l'ombre portée, on va dire, de l'esclavage. Donc peut-être, voilà, pour commencer, ça peut situer un petit peu l'œuvre. Alors, remercions les services techniques de cet amphithéâtre d'avoir réussi à extraire la vidéo de Saidiya Hartman. Et contrairement à ce qu'on vous disait tout à l'heure, on peut la passer maintenant. On va l'écouter, c'est une vingtaine de minutes. Et puis ensuite, on reprend la discussion avec nos trois invités. Hello, Saidiya Hartman. Thank you for joining us today. I'm excited to talk to you about your work and to introduce you to our French listeners and your future readers, I should say. And in particular to talk about the most recent of your books, Wayward Lives, Beautiful Experiments, Intimate Histories of Social Upheaval, which was published in 2019, but is now appearing in French translation as Vie rebelle, Histoire intime de filles noires en révolte, de radicales queer et de femmes dangereuses, and it's published by the Édition du Seuil. So, hello, Saidiya. Hi, it's great to be here. Thank you for joining us. I'd like to start with a question about the genesis of the project. Your previous two books, Scenes of Subjection and Lose Your Mother, are about slavery, its systemic nature, and its overwhelming horror. Wayward Lives is in part about this. It's about the afterlives and the long shadow of slavery in post-emancipation American cities. But it is also about beauty, about joy, about a utopian affirmation of life in rebelliousness and possible futures. And perhaps that's what the Beautiful Experiments is all about in the title. Can you tell us a little bit about how you came to write this book and move in this particular direction? And you make a great observation. I mean, I had written these two books that required me to dwell deeply in racial slavery and the afterlife of slavery and all of the violence and terror and death and extreme domination that was a part of that. And so 2 decades of my life was spent thinking about those issues, which are really hard and challenging. And I always imagine that I am writing a history of the present. And I remember in 2016, which was a year of, just it seemed like many acts of kind of, state violence, many instances of police brutality and the police murder of citizens. I had this very kind of sad epiphany, and I thought I might not in my lifetime experience the end of this order. I might not live in the after of this afterlife. I might not see this racialized regime end in my lifetime. And as I had that thought, I also realized, but this has actually been the normative condition for Black people in the States for like 4 centuries. I mean, that we have lived inside this really brutal racialized enclosure. And I thought, and how have we survived it? How have we, how is it that we have continued to dream and to imagine that other things are possible? Why isn't it the case that freedom dreams are exhausted for us? And I mean, in all my work, I'm interested in the everyday. I'm interested in quotidian practices. But it was that recognition of both the enormous force of violence and exploitation and terror, and also the kind of something that seemed as enormous, which was the aspiration for something otherwise, which was the practice of living as if we were free, or that we could be free, or that freedom was just within our grasp,
even as there was nothing about the structural condition in which we lived that should allow us to, to kind of to think that way, to feel that way. And it gave me an even greater regard for not only cultural practices, but these kind of practices of survival and subsistence. And Wayward Lives began, in that moment. So not wanting to minimize the terror or the domination, but really just with an attention to how we meet this force of violence and how our lives also exceed it. Yeah, that's I love the attention to the freedom dreams of the everyday, of the in the small quotidian practices. Is that what Wayward is supposed to encapsulate? Because it's an odd word. I mean, it's not an odd word, but it's a particular choice of a word to describe forms of resistance, of what we might otherwise describe as resistance, rebelliousness, or something like that. Yeah, and I think that I didn't want to use a word like resistance or rebellion because it's too frontal in its engagement with these dominant forms of power. And there was the errant, the wayward seemed to suggest the choice of something different. So it's not that one is even opposed to a constraining power, but that there's so many other ways to live. I mean, there's David Graeber, who's like the anthropologist of the anarchy, and he says that part of modernity and a certain capitalist framework is that we can't imagine the many other ways that people existed and lived before the advent of our own order. And I think that waywardness captures that, like, the many possibilities of otherwise. So it's not that one has to just simply oppose the dominant, but let's imagine the way those other paths might, in fact, unfold. I think that what I also liked about waywardness is that it raises for me questions about the conception of the political, or what's a proper political act, what are the parameters of the political imagination. And many of the people I write about are not engaged in something that's recognizable as politics or resistance or rebellion, not only by kind of mainstream, liberals, but even by socialists and leftists of the time. And for me, it was really about the forms of refusal that these young women were involved in on a daily labor. And some of that refusal was, the refusal to be, to work as a domestic, the refusal to be available for certain modes of servitude. And I wanted to connect those daily acts of refusal, the kind of, the minor modalities of revolution and rebellion to more general or broader collective movement, something like the general strike, but without that being the horizon or the privileged term in which we imagine political possibility. You even, I think, suggest, maybe even say, but correct me if I'm wrong, that what you're getting at is an intimate revolution that precedes or that lays the conditions of possibility for subsequent sort of more public or major political revolutions, such as the civil rights movement. And so the historian has to try to get into the inner life, into these affects, these experiences, these atmospheres, these sexual practices, these forms of intimate emancipation that you're getting at in this book. Is that correct? Yes, because I think that I'm going to close the window. Suddenly, a truck has gone by. I don't think wait. Hopefully, it'll be fine. I don't think we can't hear it too much, so I think. Okay, great. Okay. I probably have ambulances coming by all the time. Okay, so that's New York, right? And so
I mean, I think that, and particularly in our moment, we certainly realize it as every aspect of our sensibility, our desire, our dream life can be extracted from, can be financialized. And I guess, what is it to think about a different organization of intimacy, relation, sensibility, desire. And I wanted to underscore in thinking about what might be a kind of radical consciousness, what might be a rebellious viewpoint, is what it means to refuse certain taken for granted aspirations, normative desires, wants, how we imagine closeness. And I felt that in looking at the lives of the young women and the queer folk that I engage, that they're imagining things not in terms of a certain horizon of accumulation or property ownership. That there's a way that so many of our normative ideals that they're produced by these kind of a political economy of desire, a political economy of sociality. So what actually is love when it's not serving the reproductive function of generations, or when it's not about the transmission of property? When we think of marriage, right? So what does it mean to actually love and to have that untethered to these things that are imagined as social anchors? Right. And that seemed really enormous. It seemed really open. It seemed really inviting. I think that when I was writing Scenes of Subjection, and I was describing the constituent features of slavery and the extreme domination that produced the fungible and disposable life of the enslaved, I can remember when I got to the section on freedom, I thought, oh wait, the kind of the most generous horizon of liberal freedom is individuality, wage labor, property ownership. It seems so truncated compared to the expectations of those who had been formerly enslaved. And I felt that in Wayward Lives that we were still inside this, this brutal enclosure, but that didn't actually limit the scope or the parameters of what might be possible. And people were very much holding on to what might be possible, even if you thought it was a kind of lie or unlikely. It was like air, it was necessary. Yeah. And part of that is that keeping that sort of space of possibilities of other futures, of other lives open, is the way in which you connect small lives, fragile lives, right? This is a story about people who didn't leave many traces, who were under the radar, or the only radar they appeared on are the radars of the police or of the prison system or of the hospital. So the kind of forms of authority and power and domination. But characteristically, as you've done in all of your work, you're trying to subvert those archives to tell other stories, to tell other ways in which we can recover these lives. And you so you follow a number of individual characters, young women, some more famous people make an appearance. W.B. Du Bois is in a number of these chapters. And you somehow sort of tease their lives out from the silences of the archives and build up towards what you call the chorus, right? This is a history of the chorus to the chorus that propels transformation, that is an incubator of possibility, I think you say at the end of the book.
Can you tell us a little bit about? Can you sort of just put us a little bit in the scene, on the scene? Like, who are these women you're talking about, and how do they form a chorus? What is the chorus? I mean, I think the chorus for me was a way of thinking about the multitude um, and collective action. And I mean, Du Bois and CLR James, in a way, were figured centrally in Wayward Lives, and I, remember, and the Black Jacobins, when James is talking about that consciousness of the multitude and those kind of revolutionary masses in Haiti, and in a way how opaque and distant that sensibility is, right? Because it's both like still very steeped in African cosmologies. It's a Baudin sensibility. It's not really articulated or at all legible within a kind of framework of Western political rationality. And thus we have the figure of Toussaint, right? And so, and as people have written about Black radicalism, and they've also taken up the figure of the tragic, right? That we focus again on the tragic man, right? That great individual, and really just kind of thinking about the chorus, like, and even when we think about like tragedy as a form, as one point being primarily about the chorus, being something that's more like a choreo poem, to its evolution to focus on that kind of central figure. I mean, for me, the multitude is, just looking at photos of the period, the masses of people who are out in the street, all of those people who are in contact, crossing paths with one another. And again, it's almost about like it's an energetic field. It's a field of sensation rather than formal meeting and conversation, and just the energy and potential of all of those folks moving to Harlem. I mean, I thought of it in relationship to Du Bois because I thought of that, mass. I mean, I would say this is there's no literal trace of this in the Du Bois archive, but I think that Du Bois was actually able to really imagine the general strike after witnessing that mass strike against the South in his own time, as those hundreds of thousands of people, left the South and left, these kind of conditions of slavery in all but name, and arrived in northern cities. So he witnessed a general strike, and just the way, just the kind of the force of that group movement and the density of social life, what's possible in cities. And I think in a place like New York, and I'm a native New Yorker, I think that and still, it is the case. It's the one place in maybe the States people will never say, where are you from? Because everyone in the world is already there in New York, and in a way kind of belongs, but also what it meant for Black people coming from the Caribbean, coming from Central and South America, coming from the Southern United States, and just the kind of the transformation of Black life, and the kind of and this emergence of a language of diaspora. We know that Paris is a center of that, but we also know that Harlem is the capital of the Black world, at that point too. So that's the way that I was thinking about the multitude, but not the stars, not the writers, not the intellectuals, not the entertainers, but just the people who populate the club, not just the singer on stage. Who are those people who are gathered on the corner listening to the speaker? You only step onto the podium at Speaker's Corner because you know that Harlem might gather at your feet, and actually take in your words, and kind of, so just trying to underscore the agency of those who are rendered usually passive or invisible, or just described
as the masses, and really thinking about the ways in which they keep these practices of freedom and radical aspirations alive in the darkest and the most pessimistic moments. Yeah, and I think one of the, as a sort of, it's a small detail, but the book is so good at conjuring atmospheres, at giving a sense of that you're actually almost there, that you're in a sort of a handheld camera, and you can feel, you can smell, you can feel the bodies passing by you, the sweat, the noises coming out of the windows. It's really marvelous feat of writing too in that respect, and the photos that you insert are wonderful. I mean, they're beautiful for a start. I mean, they flip this narrative of oppression, despair, et cetera, into the narrative of living in spite of everything, and beauty and joy in the everyday. So I think that is incredibly compelling. One last question related to this: you're famous, among other things, for theorizing what a critical fabulation, or a way of trying to write about these people who left very few traces in the past. You don't actually use that expression in Wayward Lives, but you're doing something along those lines, sort of amplifying, I think, what shreds of evidence we have, sometimes perhaps allowing, I don't know if I would call it a sort of constrained imagination, or an imagination that is under surveillance because of the knowledge that you have of the period, and other examples, in the same way as microhistorians have worked in the past. Can you just tell us a little bit about how you conjure up this universe of which we have fragile traces, really? I mean, and part of it is working from sensory experience. Like, what is it like to be in the body of a crowd, to feel someone else press against you? We're in these, in Philadelphia, we're in this kind of inter-ethnic community. What is it like to hear all these languages that you may not understand, but yet these rhythms are now there inside your head too? It seemed that the urban arena, and what was the slum and its transformation into the ghetto, I mean, what really concerned social reformers was something that they constantly, decried as social promiscuity, right? The social promiscuity. And part of that is about this like intimacy. It's not even wanted, it's not even uninvited. It's just part of what it is to be living inside a tenement, what it is to be sleeping on the terrace or the rooftop when it's too hot to sleep inside an apartment. And there's a way that, certainly artists like, Duke Ellington and Ethel Waters, they talk about composing music, listening to all the conversations that they could hear moving up and down the air shaft of the tenement. So they too recognized it as this really rich resource for creation. One of the things that was different in Wayward Lives than, say, something like Lose Your Mother, with the archive of slavery, you're dealing with a lot of archival lack and dearth, right? You're dealing with, an absence of first-person accounts of the experience. And in Wayward Lives, because we have, the kind of the bureaucratic, therapeutic, liberal state, it's creating endless biographies of the working class, right? I mean, that's part of its strategies of kind of, managing lives and regulating them. So it was also kind of, working with the mess of the archive, and often in the space of contradiction, so that in those prison documents, there were a range of statements. There was the authorized statement, which was like, the report by the probation officer or the social worker or the psychiatrist about the girl. And then there was the girl's statement. And the girl's statement was as complex, but there's at least the fiction of a certain kind of first order discourse. But often what you see is young women negotiating the constraints of like, okay,
this is how I would describe my experience, but this is what I know you want to hear, but this is what I've done before. And so I try to just, affirm a realm of contradictory statements and really to build story and experience out from those statements. So for Maddie Jackson, a character who, in a certain kind of reformist vocabulary, as a social worker would see it, would be a young woman who, has gone wrong and then kind of like was seduced and then fell into a wayward life. Maddie says both that she wanted to sexually explore and that she regrets doing it. So which is it? Is it both at the same time? We know that she loved pretty things, and we know she took pretty things from her employers, and that she didn't hide that. And I love that. Like, you take a beautiful bracelet and then you wear it back to work the next day. And there was something that seemed to, so that I wasn't like theorizing about the lack of respect for property ownership, because, but to take fully people's acts. And I think that, one of my, favorite descriptions of anarchism is thought and deed. So what does it mean to really to attend to these deeds and amplify them really fully in description, but outside the regulating, punitive, disciplining vocabulary of the state and state actors? I think that's a lovely place to end on these small little acts of rebelliousness of the everyday that promise another way of imagining a life. Thank you very much, Saidiya Hartman. It was a pleasure. No, thank you, Thomas. It was a pleasure. More soon. Hello, Saidiya Hartman. Thank you for joining us today. I'm excited to talk to you about your work and to introduce you to our French listeners and your future readers, I should say. And in particular to talk about the most recent books, Wayward Lives, Beautiful Experiments, Intimate... Voilà, c'est une formidable mise en bouche pour pouvoir parler justement de ce livre, une introduction large par l'autrice elle-même qui ne pouvait pas venir, mais néanmoins on a beaucoup des arguments qui l'ont poussé à écrire ce Vie rebelle dont on va vous parler. Peut-être il faudrait insister sur le fait, Thomas Dodman, que ce livre, sa forme est très originale, qu'elle est peut-être déroutante même d'une certaine manière. C'est un livre qui est empli de ces documents qui ont servi à Hartman pour pouvoir faire son travail d'historienne, mais que ce mélange de formes est un mélange qui nous rappelle peut-être Foucault, qui nous rappelle peut-être des penseurs de l'histoire qui datent des années 60 ou 70, mais qu'elle pousse très loin, comme vous le dites dans l'entretien, cette volonté d'utiliser ces documents d'une manière très originale. Oui, tout à fait. Et merci encore pour votre patience. Et j'espère que l'entretien vous permet de savourer un tout petit peu une rencontre indirecte avec Saidiya. Ça a été fait dans l'urgence avec les moyens du bord. Donc, merci de votre indulgence. C'est en effet un livre déroutant. Et je pense que le terme de wayward, qui a été traduit là en français par oui, alors Vie rebelle, mais à la fin, dévoyer, c'est possible. Oui, c'est ça, dévoyer. Dévoyer, et c'est un mot que je ne connaissais pas. Et justement, c'est une sorte de mise en abîme un petit peu du propos du livre, parce que c'est l'idée de prendre un petit peu les chemins de traverse en diagonale, de lire des documents de façon un petit peu différente. Et le waywardness, le dévoiement, je ne sais pas si on peut dire ça, mais le fait de prendre un chemin dévoyé permet justement
d'être pas en confrontation directe, frontale avec la discipline, avec l'autorité, mais de prendre un chemin un petit peu à côté. Et le livre fait ça aussi, et c'est ça qui est, ça peut être un peu déroutant parce que dans la version américaine, par exemple, il n'y a pas de notes, il n'y a pas du tout de notes de bas de page. Le Seuil, très justement, à mon avis, et bravo Séverine, en a rajouté parce que c'est important, parce que des fois on ne sait pas exactement si c'est Sadie à qui parle, si elle cite des sources. Il y a à la fois des citations en guillemets, il y a à la fois des morceaux de texte qui sont en italique. Et pour elle, c'est une façon, elle le justifie comme étant une façon d'atteindre une voix chorale, une voix collective, où elle mélange sa propre parole avec celle des actrices dont elle ressuscite un petit peu la vie. C'est un parti pris qui peut déplaire, qui justement emprunte un chemin ardu de crête entre l'histoire et la littérature. Des fois, on n'est pas complètement sûr de est-ce que c'est un fait avéré, est-ce que c'est quelque chose qui est une reconstruction un petit peu imaginée, un petit peu fictionnalisée. Et ce qu'on sait, c'est que c'est toujours fondé quand même sur les documents. C'est toujours C'est-à-dire fondé sur les qu'effectivement, documents, oui. elle s'éloigne parfois de disons la règle académique d'une certaine manière, pour y revenir tout de même par une sorte d'exigence des documents. Oui, Séverine ? Ça m'embête, Thomas, d'être légèrement en désaccord avec toi, mais je ne trouve pas du tout que ce soit déroutant, parce que c'est un livre dans lequel on est immédiatement embarqué dans un univers où on est plongé, qui est d'une richesse, mais Thomas l'a dit dans l'entretien, qui est d'une richesse descriptive des scènes urbaines, des appartements, des puits d'aération, des terrasses où on se retrouve pour parler, et des dancings, des maisons de correction ou des prisons sur lesquelles elle s'arrête moins, elle s'arrête plutôt à la porte. Et il me semble que cette manière, ce récit au style indirect, libre, et comme dans des flux de conscience quelquefois, n'est ni ardu ni déroutant. C'est au contraire une manière de nous mener au plus près de ces existences, de reconstituer des désirs, des aspirations, des espoirs, des angoisses, et que je crois que tu as parlé d'imagination sous contrainte. Moi, l'expression que j'avais en tête, c'était fiction contrôlée, c'est-à-dire que ce style indirect libre, il est sans arrêt encadré par les archives, par la connaissance du terrain sociopolitique, et que donc c'est plutôt un livre facile à lire, facile à lire, avec une langue superbe. Et je veux rendre hommage aux traducteurs parce qu'on ne le fait pas assez. C'est Maxime Shelby et Souad Deghachi qui sont des traducteurs littéraires qui ont su capturer cet immense talent. Voilà. Paulin et Ismar, personnellement, si tu me permets, Séverine, je suis plutôt d'accord avec Thomas. Mais Thomas est d'accord avec Séverine. Ouais, mais ça va pas du tout. Parce que c'est tout de même déroutant dans le sens où, effectivement, quand on ouvre un livre de la collection Univers historique, on ne s'attend pas forcément à ce type d'écriture. C'est-à-dire, ça n'est pas déroutant en soi. Effectivement, et ce que tu dis est tout à fait juste, c'est-à-dire que c'est extrêmement excitant d'entrer dans un livre d'histoire qui s'autorise ce type d'écriture littéraire, etc., qui, d'une certaine manière, procède, comme le dit Thomas, par des excursus littéraires dans une fiction contrôlée, comme tu viens de le dire, mais ça pourrait paraître déroutant à des lecteurs qui, habituellement, pensent, disons, une composition de l'écriture historique un peu différente. C'est ce que je voulais dire, moi, personnellement. Mais Paulin, Ismar. Non, mais je crois qu'en fait, vous n'êtes pas tout à fait en désaccord. le livre se lit... Tu pratiques le en même temps. Non, mais il se lit très facile. Non, s'il te plaît. Non, le livre se lit très facilement parce qu'il y a une écriture qui est splendide. Et moi, ce que je retiens surtout et ce que je trouve assez extraordinaire, c'est la question qui est posée d'emblée
par Saidiya Hartman, c'est-à-dire ce qu'elle cherche chez ses personnages. Et elles disent, ce que je cherche, c'est leur désir de beauté. Et ça, en fait, pour moi, c'est un objet historique non identifié. Et qui est assez incroyable. Absolument. Parce qu'il va falloir suivre ces personnages en cherchant la façon dont eux-mêmes construisent la beauté de leur propre vie, l'esthétisation de leur vie. C'est ça aussi, c'est la recherche de leur style. Donc ça passe beaucoup par des vêtements, par la danse. Et là, pour moi, il y a quelque chose quand même de neuf, de très singulier sur le plan historien. Oui, c'est avec cette idée de comment on invente sa vie, d'une certaine manière, comment on la rend plus belle, mais comment on l'invente pour sortir justement, parce qu'on est dans le post-esclavage, pour sortir effectivement de ce poids extrêmement terrible du souvenir de l'esclavage et d'être dans cette génération que tu décrivais tout à l'heure, Thomas, de l'entre-deux. C'est-à-dire on est dans une des générations où on va progressivement tenter de sortir de cette, non pas de cette mémoire de l'esclavage parce qu'elle sera toujours présente, mais de cette réalité de l'esclavage et par cette invention de sa vie. Alors après, la question de comment on comprend le terme de fabulation critique, c'est vraiment complexe. Parce que d'une certaine façon, ce qu'elle fait, et c'est pour ça que c'est important aussi que ce soit pour nous dans une collection comme l'univers historique, elle s'inscrit dans un débat qui existe depuis très longtemps chez les historiens. Bon. Alors, est-ce que c'est de la fiction qui est sous contrôle ? Moi, j'y vois plutôt plutôt une façon d'intensifier le potentiel fictionnel qu'il y a dans toute histoire. Voilà, dans toute histoire. Et c'est un peu différent, en fait. Ouais. Thomas ? Je pense que je suis tout à fait d'accord, c'est une sorte de réalité augmentée, presque. C'est une façon d'amplifier. Saidiya utilise beaucoup ce terme d'amplification de ce que l'archive rend. Et peut-être une façon de vous montrer ça, c'est de lire un petit passage, si je peux, où elle, justement, c'est au tout début du livre, en fait, on est tout à fait d'accord. Séverine, c'est un livre qui emballe. On a envie d'être pris par la main et d'être emporté en caméra embarquée, c'est comme ça que je le décrivais. Et notamment dans un espace urbain, le thème des rendez-vous de Blois de cette année, c'est la ville. Et là, on est plongé dans la ville, dans le Seventh Ward à Philadelphie, ou dans le Tenderloin, qui est le quartier afro-américain de New York, avant que Harlem devienne le quartier afro-américain. Et on est vraiment plongé dedans. Et donc, je vais vous lire un petit passage qui vous donne un petit peu l'idée de l'atmosphère. Et c'est pour ça que je parle de réalité augmentée. Tout d'un coup, on sent par le sens, et ça passe par le sensoriel, ce que le monde que veut essayer de ressusciter Saidiya Hartman. Si vous tendez l'oreille, voici ce que vous entendrez. L'accent guttural du yiddish transformant l'anglais en une langue étrangère. Les accents ronds et ouverts de Caroline du Nord et de Virginie s'insinuant dans la langue dure, tranchante de la ville et transformée par la cadence et le rythme urbain du Nord. L'explosion de rire, la volée de jurons, les cris qui font vibrer les murs des immeubles et secouent le plancher. « Oh oui, chérie, c'est trop bon !» La douce musique d'un gémissement prolongé qui fait taire ceux qui l'écoutent, les indiscrets qui veulent en entendre plus, tout en sachant qu'ils ne devraient pas. Une déferlante d'impressions, le parfum musqué des corps qui dansent, serrés les uns contre les autres, dans un bar ou au sous-sol, le frôlement involontaire de la main d'une inconnue contre la vôtre alors qu'elle traverse la cour, de jeunes amants aperçus, blottis l'un contre l'autre dans la pénombre épaisse du couloir d'un tenement, le corps à corps violent de deux hommes en train de se battre, l'odeur âcre du bacon et des crêpes de maïs en train de frire sur un feu en plein air, la senteur chèvrefeuille de l'eau de toilette d'un domestique, les notes d'érable de la fumée qui s'élève de la pipe en épi de maïs d'un vieillard. Il y a tout un monde entassé dans ce petit pâté d'immeubles aux vifs et noirs, privé de presque toutes les possibilités offertes par la ville, mais toujours ivre de liberté. L'air vibre des possibilités de se rassembler, se réunir, se regrouper. À tout moment peut surgir la promesse d'une insurrection, le miracle d'un soulèvement. De petits groupes, des individus isolés et des étrangers menacent de former un ensemble, d'inciter à la trahison collective. Donc en fait, on est plongé vraiment dans l'atmosphère, dans ce monde urbain où ça grouille et ça fourmille. Et à tout moment, on sent qu'il peut se passer quelque chose. Et ce quelque chose ne s'est peut-être pas passé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas la possibilité que ça se passe. Et c'est ça qu'en fait que cherche à
à saisir Sadie Hartman avec ce style indirect libre, avec cette façon d'augmenter un petit peu les archives, c'est de saisir les possibles non advenus aussi, tout ce qui aurait pu se passer, mais que la démarche, on va dire, classique, orthodoxe, historienne, ne prend pas forcément en compte parce que justement ce n'est pas advenu. Mais ça ne veut pas dire que ça ne pouvait pas advenir, en fait. C'est l'histoire des possibles. Ce qui est assez formidable, Paulin ou Séverine, c'est de se dire que un autre historien ou une autre historienne que Sadie Hartman n'aurait pas su quoi faire des documents qu'elle produit. C'est-à-dire que voilà, on a des rues de ce tenement, on a des rues de la 7e avenue, je crois que c'est la 7e avenue, on a des rues de certains endroits justement où sont installés ce qui n'est pas encore un ghetto noir. Et on se dit, mais comment elle arrive à tirer de ce document-là la richesse d'interprétation qu'elle tire. Et ça, c'est assez surprenant. C'est-à-dire que ça veut dire qu'elle mobilise un savoir beaucoup plus large dans un document qui peut paraître anodin, qui veut... Paulin ? Oui, quelque chose comme ça dans le livre qui est très impressionnant et où on comprend bien sa méthode, c'est quand même le rapport avec Du Bois. Puisqu'il y a toute deux grands chapitres. Alors, il faut peut-être rappeler à ceux et celles qui ne connaissent pas Du Bois. Grand sociologue noir américain du début du XXe siècle et qui en particulier a fait cette grande enquête sur les quartiers afro-américains de Philadelphie à la fin du XIXe, début du XXe siècle. Et Hartman, en fait, traverse Philadelphie avec Du Bois. Elle écrit sur Du Bois. Elle essaie de façon de reprendre son enquête et elle ouvre plein de virtualités qui sont déjà là, qui sont contenues dans l'enquête de Du Bois. Et là, on voit comment elle thématise son travail d'historienne par rapport à ce qu'a fait ce sociologue, et en même temps, elle montre, là, on voit très très bien comment, à partir de ce qu'avait recueilli Du Bois, il y a une toute autre histoire qu'on pourrait écrire. Effectivement. Oui, Thomas ou Séverine, est-ce que tu veux nous lire, tu avais prévu deux extraits, je pense, ou trois extraits de l'écriture de Sadie Hartman. Peut-être je vais rebondir sur Du Bois. Moi, il y a une scène que j'ai littéralement adorée dans ce livre. C'est deux jeunes femmes qui sont au coin d'une rue devant un magasin et qui contemplent ensemble les chaussures des hommes et qui l'une repère une magnifique paire de bottines ivoire et bordeaux avec des boutons sur le côté. Et elle dit à sa copine, voilà le genre de chaussures que j'aimerais offrir à mon homme. Et pour Saïdia, il y a tout un passage vraiment très étonnant, à partir de ces quelques mots qui ont été en fait recueillis par Du Bois, qui était à côté et qui, lui, a une vision quand même beaucoup plus conservatrice de l'ordre social, sexuel et moral, et qui donc les regarde peut-être pas avec mépris, mais en tout cas avec chagrin. Et Saïdia, elle y voit le désir de l'homme qui tiendrait tête à tout le monde, le désir de l'homme qui se laisserait pas faire, le désir de l'homme au bras duquel on pourrait se pavaner dans d'autres habits. Un homme peut-être dangereux, mais un homme dont on serait fier. Et voilà. Et c'est aussi, elle dit, c'est aussi évidemment le désir de la beauté, mais c'est aussi le désir de quelque chose qui s'apparente à la liberté, en fait. Ces chaussures, voilà. Et je te passe la parole. C'est un passage absolument remarquable et tout ce chapitre, pour ajouter du coup deux mots, le va-et-vient entre le présent et le passé que fait Sadie Hartman en se glissant à côté de Du Bois pour essayer de nous amener nous-mêmes dans la scène, en fait lui permet aussi
de dire quelque chose d'important dans la trajectoire de la pensée de Du Bois, parce à plusieurs reprises, elle montre comment c'est en faisant ces enquêtes sociologiques de terrain à Philadelphie que Du Bois se rend compte que la sociologie est inadéquate en fait à son objet d'étude. Elle n'arrive pas justement à saisir ces moments de vie intenses, sensoriels qui se jouent dans la vie quotidienne. Et c'est ce qui va pousser Du Bois à aller vers son œuvre maîtresse, The Souls of Black Folk, les âmes du peuple noir, je pense traduit en français, qui est un livre beaucoup plus poétique, beaucoup plus littéraire aussi, qui s'émancipe un petit peu du carcan disciplinaire de la sociologie. C'est très important aussi, et c'est pas une critique de la sociologie, mais la sociologie ne peut pas saisir ces formes de vie qui grouillent dans les rues de Philadelphie, et Du Bois s'en rend compte lui-même. Donc en fait, ça vient en nous accompagnant, en nous amenant dans le passé, nous fait comprendre quelque chose de la démarche de recherche de Du Bois lui-même, et donc qui nous permet de comprendre sa propre généalogie intellectuelle. Et c'est ainsi qu'elle découvre, elle nous révèle ce personnage de Mary White Ovington, qui est une amie de Du Bois, qui est une blanche qui s'installe pendant 8 mois dans le quartier de San Juan Hill, et qui... elle nous la présente comme quelqu'un qui elle-même a des aventures sexuelles multiples, qui elle-même n'est pas, disons, tout à fait exempte de ses incartades par rapport à la morale traditionnelle, mais qui, quand elle regarde justement ces femmes noires en tant que blanches, elle pointe du doigt justement ce qui est a priori un écart à la norme, tout en oubliant elle-même qu'en tant que blanche, elle produit ces mêmes écarts à la norme. Donc cette distance... qui manque de critique, enfin, ou très critique, mais qui manque de réflexivité d'une actrice qui est censée analyser justement ces quartiers noirs, tout en ne regardant pas comment elle procède elle-même par rapport à sa propre vie. Paulin, est-ce que tu pourrais nous dire, c'est vrai qu'elle a très bien expliqué dans l'entretien qu'elle a donné à Thomas Dodman, cet usage du cœur comme usage de la multitude, évidemment, des historiens de la Grèce antique, est-ce que tu penses que c'est un argument littéraire, un outil littéraire qui lui permet justement de montrer cette multitude, cette foule qu'on ne voit pas généralement, ou c'est autre chose selon toi ? La façon dont le cœur intervient dans le livre, à la fin du livre, c'est d'abord la question de la danse, puisqu'elle suit une femme qui va devenir une grande danseuse, et la question c'est quand même de saisir ce qui se joue dans la danse, et dans la danse ensemble, à plusieurs, comme expérience d'émancipation. Et en même temps, expérience sensorielle aussi. Il y a toute cette dimension. Oui. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est quelque chose qu'on peut tracer très clairement dans l'Antiquité. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais que la question de la choralité est profondément à voir avec l'émancipation collective et la sortie de l'esclavage, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait documenter dans l'Antiquité. Je pense que c'est pas quelque chose que Saidiya Hartman, elle le sait sans le savoir complètement. Mais, voilà. Je pense que c'est une des choses qui fait la force du livre aussi. C'est un livre évidemment sur un sujet assez spécifique, mais qui a des résonances avec plein d'autres périodes historiques. Moi, en tant qu'historien de la Révolution française, je vois plein d'échos dans ce que raconte Saidiya Hartman sur le protagonisme des acteurs inconnus de l'histoire qui, dans certaines configurations, conjonctures historiques, peuvent se saisir d'armes et attaquer la Bastille, par exemple. C'est un livre qui a une valeur aussi, qui s'inscrit dans toutes sortes de traditions et qui a une portée bien plus large que l'objet historique même de Harlem, enfin de New York et de Philadelphie au tournant du XXe siècle. Et puis Pardon. Je veux peut-être juste ajouter qu'après avoir lu le livre, je me suis dit aussi que ça transformait pour toujours notre vision des classes subalternes. En effet, à toute période, que cette manière de leur restituer... Bon, on parle beaucoup d'agentivité, mais aussi
leurs désirs et leur vie intime. Voilà, et c'est en quelque sorte, elle l'a dit, des précurseuses de la révolution des droits civiques, mais aussi de la révolution sexuelle. Enfin, leurs comportements sont tout à fait en opposition à ce qu'on appelle aujourd'hui l'hétéronormativité. Donc, il y a une folle liberté chez ces femmes. Elle Voilà. écrit d'ailleurs, elle parle de la révolution de la vie intime noire dans la ville, et elle cite, comme tu le disais tout à l'heure, couloir, chambre à coucher, perron, toit, puits d'aération et kitchenette. Elle insiste beaucoup sur les kitchenettes comme étant à la fois l'espace traditionnel de ces petits appartements, pour pouvoir justement faire la cuisine, mais aussi comme une sorte de menace vue par tous les autres, en particulier les réformateurs sociaux, que cette kitchenette peut devenir un lieu dangereux pour l'ensemble de la ville. Et elle dit, tous ces espaces sont des espaces d'expérimentation. Et ça, c'est extrêmement intéressant que de relier ces espaces qui sont des espaces de l'intime, des espaces de l'appartement, comme espace d'expérimentation sociale et de réinvention de sa propre vie. Ça, c'est vraiment tout à fait remarquable. Est-ce que tu veux nous... Oui, en fait, elle a parlé de Matty tout à l'heure. Matty l'anarchiste. Matty Jackson. Matty Jackson, qui est l'un des personnages. Qui rentre dans le livre à l'âge de 15 ans. On la découvre à l'âge de 15 ans. Oui. Et qui... et ce que je trouve magnifique, en fait, c'est que le comportement de Matty, il nous dit que la beauté n'appartient à personne. Et ça, c'est une vérité vraiment puissante. Alors, elle a pris pas mal de trucs, mais elle a pris des sous-vêtements. Les sous-vêtements disparus auraient pu n'être qu'une innocente méprise. Mais il était également vrai que Matty avait très peu de respect pour la propriété d'autrui. Les termes « à moi »,« c'est ma propriété »,« ça m'appartient » ne pesaient pas lourd pour elle. Elle considérait la possession comme conditionnelle plutôt qu'absolue. Comme si les beaux objets étaient destinés à être partagés, comme si les choses les plus précieuses étaient légitimement un luxe commun. Un jour, elle était rentrée chez elle avec au poignet un bracelet en or, cité tout à l'heure, qui appartenait à une femme dont elle lavait les vêtements. Lorsque sa mère l'avait interrogée à ce sujet, elle avait répondu qu'elle l'avait trouvé. Une autre fois, elle était rentrée du travail drapée dans un pull en cachemire, qui était le lainage préféré de la fille de son employeuse. Le lendemain, elle était retournée au travail vêtue de ce même pull. Comme pour les sous-vêtements d'Aurélia, Matty n'essayait pas de cacher ses acquisitions. Son employeuse pensait que Matty était aussi honnête que la moyenne des filles de couleur, mais n'avait pas manqué de noter qu'elle était quelque peu désinvolte quant à la propriété des autres. Je vais m'arrêter là. Voilà, on pourrait continuer, mais je vais m'arrêter là. Est-ce que on va peut-être passer la parole à la salle. Vous avez sûrement des questions après, à la fois l'entretien de Saadia Hartman et aussi la discussion que nous avons eue pendant une petite demi-heure. Alors, excuse-moi, j'ai encore envie de dire quelque chose. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a 70 images dans le livre qui sont pour la plupart des images d'en bas, pas seulement des images d'archives, mais des images d'albums qu'elle a retrouvés, et donc qui font vivre ce cœur de femmes et de femmes queer. J'aurais voulu vous lire un extrait sur la Bentley, qui était une femme qui se produisait dans les cabarets habillée en homme. Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a des images de danseuses, des images d'amoureux. Enfin, voilà, tout ça, ça peuple le livre. On avait préparé un PowerPoint qui est tombé dans un trou technique. Mais voilà, allez regarder le livre, même si vous ne l'achetez pas. Regardez ces visages, ils sont magnifiques. Alors, qui veut lancer la salve de questions à nos invités? Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que le devoir de vous restaurer vous appelle déjà? Oui. Attendez, on va vous descendre ici devant. Il y a un micro qui descend par ici. Montrez-moi s'il y a d'autres questions que monsieur devant. Faites-nous si. Où ça? Là-haut, madame. D'accord.
Allez-y. Merci, parce que vous portez bien le livre, on a vraiment envie de se précipiter dedans. Moi j'ai lu le livre précédent, À perte de mer, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et je voulais vous poser la question suivante, est-ce que la subjectivité de l'auteur est encore présente, tout au travers de son travail d'historienne et de romancière? Pour moi, c'est une subjectivité très puissante, très créative, très originale et en même temps très exigeante avec elle-même. Donc c'est ça que je pourrais répondre, mais peut-être Thomas, tu... Non, on est tout à fait d'accord. Mais en fait, c'est ce qui fait la force aussi du livre. Je pense que dans À perte de mer, Sadia avait cloisonné un petit peu les deux voies avec des chapitres séparés où elle racontait son histoire au présent et le passé historique. Là, elle a voulu essayer de fondre les deux. Donc c'est de l'expérimentation vraiment de narration, d'écriture. Mais en fait, elle dit toujours très clairement quand est-ce qu'elle elle spécule, quand est-ce qu'elle s'avance un petit peu. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est l'exigence, justement. Elle n'a pas peur de se mettre en avant sans être en surplomb par rapport au personnage. Elle n'est là que pour nous accompagner, vraiment pour nous montrer comment rentrer dans le passé, si on veut. Mais après, elle a l'humilité de dire là, on peut imaginer, on peut penser ceci, on peut se dire que ceci s'est passé, on est obligé de penser cela aussi. Donc je pense que c'est une subjectivité très exigeante, mais qui n'a pas peur de se mettre en avant parce que fondamentalement, c'est ce qu'on fait tous, toutes et tous en histoire. On donne notre patte à la narration du passé. Des fois, on se cache derrière une prétendue objectivité professionnelle. Elle l'assume, elle rentre dedans et elle nous embarque. Oui, pour moi qui n'avais jamais lu Sadi Hartman avant ce livre, je dois reconnaître que ça m'a beaucoup fait penser, par exemple, au travail d'Arlette Farge, un certain travail d'Arlette Farge sur les archives, c'est-à-dire une capacité justement de partir d'une archive vécue qui existe, que l'on trouve, comme elle le fait avec les bracelets trouvés dans les fonds d'archives au XVIIIe siècle, ou comme elle peut le faire avec des photographies aussi, d'ailleurs, quand elle travaille sur la photographie, et d'un seul coup de s'en éloigner tout en restant avec son regard d'historienne toujours collé à la réalité qu'elle connaît ou qu'elle peut décrire, mais avec une écriture qui s'échappe du canon, pourrait-on dire, historiographique assez classique. Moi, ça m'a fait penser à ça. Madame, je crois que vous vouliez intervenir. Qui d'autre ensuite? Allez-y. Je voulais vous remercier pour la visio. Et là, du coup, est-ce qu'elle serait dispo en podcast? Parce qu'elle est passionnante et très dense en même temps. Alors, elle va être très prochainement visible sur un site qui s'appelle Entretemps, qui est une revue en ligne attachée au Collège de France et créée avec Patrick Boucheron. Une autre... Oui. Je suis pas sûr d'avoir donné mon accord, mais je le donne. Alors, bon, pour tout, c'est un plaisir et un honneur. Pour tout vous dire, ça s'est décidé au deuxième rang pendant la diffusion du film. Donc voilà, c'est assez récent, effectivement. Et cet accord était déjà conclu avant même que ça soit fait. Une autre question? Oui, madame. Ah, madame ici, au quatrième rang. Voilà, ici. Merci. Elle n'est pas de la même génération que Toni Morrison. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser tout le temps à Toni Morrison, qui était quand même une autrice extraordinaire. Elle se connaissait? Oui, absolument. Oui. Elle se connaissait et vous avez tout à fait raison. C'est un écho, je pense, de l'œuvre littéraire de Toni Morrison, du point de vue d'une historienne, pas de formation, mais qui s'est faite historienne finalement. Et on peut retrouver, on peut lire ce livre un petit peu comme on lit un roman de Toni Morrison, je pense. Tout à fait, oui. Dernière remarque, dernière question.
Merci beaucoup. Et puisque c'est le dernier débat de ces rendez-vous de l'histoire que j'anime, je voudrais remercier aussi et la technique, même s'il y a et la technique ici, et également les personnes qui viennent à chaque fin de débat pour vous passer le micro et qui sont toujours indispensables pour que ce débat existe. Merci à tous et à toutes.